Je crois que ce n'est pas la peine de vous présenter. Donc, bienvenue Annette Vievorka. Ce n'est pas la peine de vous présenter tant vous êtes connue. Vous êtes une des historiennes les plus compétentes et les plus reconnues de l'histoire de la Shoah. D'ailleurs, 2 de vos livres contiennent le mot Auschwitz. La particularité de ce dernier livre, c'est que vous ne vous exprimez pas en tant qu'historienne, ou pas seulement en tant qu'historienne, mais aussi à titre personnel. D'ailleurs, vous le dites vous-même, page 304, vous parliez de l'histoire de nous plutôt que celle des miens, l'évitement du jeu au profit du nous. Et là, il y a également le jeu. Vous allez nous parler des 2 côtés de votre famille, Vievorka et Perelman. Je vais tout de suite vous laisser la parole, mais je vais peut-être encore ajouter un petit mot. L'histoire que vous écrivez, l'histoire dans l'histoire, la vôtre, vous l'écrivez après que les événements ont eu lieu, et c'est d'ailleurs quelque chose que vous écrivez aussi dans votre livre en y réfléchissant, en disant que c'est quelque chose, vous écrivez cela page 360, me semble-t-il. J'ai votre livre sous les yeux. Page 360, non pardon, page 304, vous voyez, c'est ici, il y a tellement de pages intéressantes que j'ai quasiment tout coché, vous écrivez que l'histoire que vous nous offrez, c'est l'histoire une fois qu'elle a eu lieu. Et que la difficulté, justement, c'est d'imaginer votre famille avant que la fin ne soit connue. Et que c'était cela une des grandes interrogations de votre travail d'historienne. Une des grandes difficultés. Vous savez tout, eux ne savaient rien. Et votre livre leur donne la parole à ceux qui ne sont pas revenus et à ceux qui sont revenus aussi. Je vous en prie, Annette. Ben, merci beaucoup, Claire. Je suis très touchée par cette invitation, et je vais insister beaucoup parce que c'est le cercle de généalogie sur la question des sources, comment on fait pour écrire cette histoire. Alors, vous avez raison, une des grandes difficultés, c'est Pierre Vidal-Naquet qui disait, pour écrire l'histoire, il ne faudrait ne pas connaître la fin. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, nous savons tout, presque tout, sur les événements qui ont affecté nos familles. Nous savons tout aussi, ou presque tout, sur les événements qui se sont déroulés dans les années 20, dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la grande difficulté, c'est de se mettre dans l'état où se trouvaient les acteurs de l'histoire, qu'ils soient, ou les témoins de l'histoire, qu'ils soient petits comme les miens ou grands. Et je pense que les périodes que nous traversons et qui en fait encadrent non pas la recherche, mais la rédaction du livre, qui sont la période du Covid et la guerre en Ukraine, nous permet de mieux comprendre la difficulté qui est la nôtre quand il se déroule un événement à avoir la compréhension de l'événement. Il faut se rappeler comment nous étions au tout début du Covid. On ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas comment faire, on ne savait pas comment se déroulait la contagion. Et en ce qui concerne les événements d'Ukraine, j'ai envie d'y rajouter parce que c'est aussi très important, les événements qui se déroulent en ce moment en Israël, on n'en connaît pas la fin.
Alors, c'est ce que j'ai tenté, enfin, c'est ce que je tente d'ailleurs dans tous mes livres, hein, d'essayer de faire œuvre d'historien, c'est-à-dire de ne pas être en surplomb et ne pas donner une compréhension des événements que les contemporains n'avaient pas, de ne pas être plus intelligent que les acteurs de l'histoire. Mais là, c'était un peu particulier. Alors, je vais un petit peu expliquer comment j'ai fait ce livre, hein. Et après, combien de temps je parle et combien de temps pour les questions, Claire? 45 minutes D'accord, mais vous êtes, d'accord, vous êtes libre d'en faire plus ou d'en faire moins, hein. C'est pas à moi de d'accord. Bon, dire. alors, je dois dire que je me suis toujours intéressé à l'histoire de mes parents. J'ai toujours posé des questions aussi loin que je m'en souvienne. Mais l'idée d'écrire quelque chose sur mes parents m'est venue en 1976 quand je suis rentré d'un séjour de 2 années dans la Chine de la Révolution culturelle où j'étais parti enseigner. J'avais 20 ans en 68, donc vous pouvez calculer ma date de naissance et l'âge que j'ai aujourd'hui. Et j'ai été, comme beaucoup de ma génération, pris dans le mouvement 68 par une série de contingences. Je me suis retrouvé chez les Mao et par une autre série de contingences, nous avons accepté, mon mari de l'époque et moi-même, de partir enseigner en République populaire de Chine à Canton. Et très vite, ça n'a pas duré très longtemps, je me suis rendu compte que la Chine rêvée n'était pas la Chine réelle. Mais néanmoins, ce séjour de 2 années a été fondateur pour moi de beaucoup de choses. Quand je suis rentré, j'ai traversé une très grande crise et dans cette crise, je me suis dit, euh, si j'ai comme ça été séduite par le totalitarisme a une grande puissance de séduction, un totalitarisme exotique très loin, un totalitarisme en plus en juif, c'est parce que j'étais bodenlos. J'utilise le titre yiddish d'un des 2 recueils de nouvelles de mon grand-père. Bodenlos, ça veut dire sans sol, quelqu'un qui n'a pas de sol. Le titre a été traduit par les déracinés, c'est pas tout à fait ça, mais il n'y a pas une expression en français qui est sans sol. Et ce sans sol, pour moi, il venait d'une double rupture, j'ai même envie de dire d'une triple rupture, d'une rupture qui avait été celle de l'immigration de mes grands-parents et de la rupture qui avait été ce qu'on appelait à l'époque la guerre. Hein, il a fallu attendre les années 80 pour qu'on affecte un terme spécifique à la destruction des Juifs d'Europe, le terme de Shoah pour la France et le terme d'Holocauste pour les pays anglo-saxons. Et à cette rupture, j'en rajouterai une autre qui est la rupture linguistique. Ma seule langue, ma seule vraie langue, qui est la langue dans laquelle je pense, je rêve, j'écris, c'est le français. Et mes grands-parents parlaient à peine le français, leur langue maternelle et la langue dans laquelle ils vivaient étant le yiddish. À ce moment-là, j'ai pensé écrire un livre consacré à mon grand-père, Wolf Wiewiórka, écrivain et journaliste yiddish, mort à Auschwitz. Je ne l'ai pas fait, mais ce désir a eu 2 conséquences. La première, de réunir une très riche documentation, et notamment de longues interviews formelles enregistrées avec mon père, avec mon oncle et avec d'autres personnes. Et, euh, et l'autre, j'ai dit 2 conséquences, je ne me souviens plus de la deuxième, enfin ça a été celle-là, d'accumuler. Et c'est une idée qui ne m'a pas lâché. Et pendant près d'un demi-siècle, j'ai pensé par intermittence à cette histoire et j'ai continué à rassembler la documentation qui est celle qui m'a servi pour cet ouvrage.
Alors, j'ai dit que je parlerai pour l'essentiel des sources. La première grande source, c'est le témoignage. J'ai eu bon, je vis ça maintenant comme une chance, peut-être comme une persistance ou comme une opiniâtreté, d'avoir fait ces longues interviews de mon père à une époque où il était encore jeune et où personne ne l'avait encore interrogé sur l'ensemble de sa vie et sur ce qu'était la vie de sa famille. Ma mère, elle, a aussi donné des témoignages un peu plus tardivement, mais elle a écrit 17 pages de mémoire à la demande de ma fille Mathilde, la mère du petit diable que vous avez vu tout à l'heure. Et ces 17 pages sont très curieuses parce qu'elle les a écrites, réécrites, parce qu'elle n'arrivait pas à quitter son enfance. Ma mère a toujours dit qu'elle avait eu une enfance heureuse. Et elle s'est arrêtée à la déclaration de guerre. Elle n'a jamais écrit sur la période de l'occupation et de la guerre. Et puis, elle a consacré quelques pages à la rencontre avec Abby Vieviorka, avec mon père, au moment de la libération de Paris. Et puis, il y a d'autres témoignages encore, et notamment un témoignage très important, celui de mon oncle Mény, qui avait été enregistré par la première antenne de témoignages vidéo, qui était les Fortunow Video Archives de l'université Yale aux États-Unis. C'est une antenne qui a été créée après la diffusion aux États-Unis du feuilleton Holocauste, dont l'importance a été considérable pour l'installation de la mémoire du génocide des Juifs. Mais à ce moment-là, à New Haven, qui est la ville de l'université Yale, un petit groupe de survivants s'est dit, mais cette histoire, c'est pas la nôtre. Nous, on n'est pas une famille comme la famille Weiss de la bourgeoisie intégrée, une famille, on dirait en France, d'Israélites, hein, d'Israélites allemands. Nous, on est des juifs polonais, des juifs roumains. On a des histoires qui sont beaucoup plus intéressantes et on ne se reconnaît pas dans Holocauste. Et c'est à partir de ce moment-là que un psychanalyste, un psychiatre psychanalyste qui s'appelle Dory Loeb et un professeur de littérature comparée qui s'appelle Geoffrey Hartman ont monté cette antenne de témoignages. Et puis, à la fin des années, au début des années 90, Geoffrey Hartman m'a demandé de monter une antenne en France, et j'ai monté cette antenne, et on a procédé avec d'autres à une centaine de témoignages, dont celui très long de Mény Vieviorka, le frère de mon père, mon oncle. Je vais quand même raconter, je vais raconter des choses qui ne sont pas dans le livre nécessairement, mais qui sont importantes, à mon avis, pour ceux qui se livrent à un travail comparable au mien. On est très nombreux aujourd'hui à faire ce travail. À un moment donné, je veux démêler une histoire particulière qui est celle du passage en Suisse de mon père, Abby Vieviorka, mon oncle, Mény Vieviorka, et leur ami d'enfance, peintre-sculpteur, Jacob Baxiars. J'ai déjà en ma possession les dossiers suisses, les dossiers des archives de Berne, mais je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi, mais je n'arrive pas à comprendre comment ils sont passés, par quelle filière. Et je m'intéresse aussi aux deux camps où ils ont été, aux deux camps de réfugiés. J'insiste bien, ce n'est pas comme les camps nazis et ce n'est même pas comme les camps d'internement en France. Les camps en Suisse, c'est particulier, c'est des camps de réfugiés. Les gens peuvent sortir du camp. Ils ne sont pas, ce n'est pas des camps de concentration, ce sont des camps de réfugiés. Donc, deux camps
un camp qui est celui de Girenbad, très très bien documenté. J'y suis allé, il y a un historien local, et s'il est très bien documenté, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de gens célèbres qui y ont été internés. Un très grand ténor, Joseph Schmidt, très connu, dont on peut d'ailleurs toujours acheter les enregistrements, ce que j'ai fait. Et puis un très grand écrivain et personnalité du monde intellectuel, Manes Perber. Les aînés comme moi se rappellent peut-être qu'ils ont lu pendant leurs études de lettres Le Dieu caché de Lucien Goldman. Donc Lucien Goldman qui a beaucoup compté dans la réflexion littéraire, Le Dieu caché, c'était sur Racine. Voilà, donc un certain nombre de gens célèbres. Donc Girenbad, on trouve des choses. Mais on ne trouve rien sur l'autre camp où mon père et mon oncle ont été, qui est le camp de Harisdorf, près de la ville de Bâle. Girenbad est près de Zurich. Donc j'interroge une jeune historienne, Constance Paris de Bollardière, spécialiste du Bund, qui travaille à l'American University of Paris. Or, l'American University of Paris rassemble toutes les vidéos, enfin, elle ne rassemble pas physiquement. Aujourd'hui, il y a des tuyaux qui permettent de faire circuler les vidéos sans les avoir physiquement. Mais elle rassemble toutes les collectes, la grande collecte de Spielberg, la collecte de Yale. Et toutes ces collectes sont indexées. Donc, je lui demande s'il y a des témoignages qui font allusion à Girenbad et à Harisdorf. Elle me répond oui, il y a 2 témoignages, celui de Meni Vieviorka et celui de Félix Weissmann, et c'est toi qui les as enregistrés. Aucun souvenir. Alors, si je dis cela, c'est parce que nos histoires ont à voir avec la mémoire, avec l'oubli, avec l'occultation, avec le refoulement. Et il y a quelque chose qu'on ne prend jamais en considération, c'est le pur oubli. On oublie un certain nombre de choses. Le témoignage de Meni Vieviorka, qui a été un témoignage très important pour moi, parce que c'est grâce à ce témoignage que j'ai pu reconstituer toute l'histoire du passage en Suisse dont il parlait très, très en détail. Je l'avais oublié et je peux vous garantir qu'il n'y a strictement aucune raison psychologique, il n'y avait rien dans ce témoignage de traumatique. Donc, c'est très important de prendre en considération cette question de l'oubli. Donc, les témoignages sont très importants et je le dis, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il faut vite interroger les aînés quand ils ont quand ils ont encore leur mémoire et même si on ne veut rien en faire. Alors, j'ai bénéficié aussi, comme autre témoignage, de celui de mon oncle. Mon oncle, Rachmil-Boror Perelman, dit Roger, a été déporté à Auschwitz par le convoi du 28 octobre 1943, dont je reparlerai. Il est revenu et il a raconté. Il est revenu tard, il est revenu en août 1945. Et il a raconté son périple et il a dit à partir de maintenant, vous pouvez à sa famille, vous posez toutes les questions et après, j'en parlerai plus. Effectivement, il n'en a plus parlé jusqu'au moment où il a donné cette interview pour les 14 Video Archives de Yale, où il a accepté de livrer son témoignage à une journaliste du Monde qui s'appelle Annick Cogent, et ce témoignage est paru en 3 journées, un très long témoignage sur Auschwitz dans le journal Le Monde, et où il a finalement écrit et publié aux éditions Robert Laffont ses mémoires, qui est l'histoire, comme il l'a appelé, d'un juif sans importance. Il est devenu après la guerre un
très grand pédiatre hospitalier, et de façon très curieuse, j'ai un peu tourné avec le livre. Pratiquement chaque fois, quelqu'un se levait en disant qu'il avait connu, qu'il avait été infirmière dans son service, qu'il avait été interne. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué comme, comme pédiatre. Si je parle du témoignage, c'est parce que euh, c'est quelque chose de très important. Et en tant qu'historienne, j'ai beaucoup réfléchi sur la question du témoin. Et quand le témoin n'est pas mythomane, ce qui arrive de temps en temps, en règle générale, les témoignages sont fiables. Et quand il y a possibilité de les vérifier par les archives, on s'aperçoit que on peut s'appuyer sur eux. Alors, ça, ça a été un peu ma source. Il faut que je dise deux mots de la différence entre les deux branches de ma famille. J'ai peut-être expliqué, bon, c'est un peu à bâton rompu, hein. J'ose pas dire, parce que ça ne se fait pas, on peut lire le livre, mais c'est un peu quand même à bâton rompu. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est les Wieviorka. C'est Wolf-Wieviorka. C'est cette famille tout à fait baroque de cet homme qui quitte la Pologne après la Grande Guerre, après la Première Guerre mondiale, mais qui ne la quitte pas parce qu'il fuit la misère ou pour des raisons économiques ou pour des raisons d'antisémitisme, qui la quitte parce qu'il veut devenir écrivain et qu'il étouffe dans son milieu d'origine, qui était un milieu racine. Il n'est pas tout seul. Ils ont été très nombreux à quitter, très nombreux les créateurs qui ont quitté leur milieu d'origine pour migrer, et le pays, l'attraction à cette époque-là, c'était Paris. Paris, la ville lumière, Paris qui a attiré tout à la fois les écrivains et les peintres. Wolf-Wieviorka rêvait d'être le Maupassant français. Et il excellait dans l'écriture de ses nouvelles et dans les multiples articles de journaux qui sont souvent aussi comme des petites nouvelles, notamment un certain nombre de portraits. Et pour moi, c'était une grande chance d'avoir comme ça les écrits de Wolf-Wieviorka. Les deux volumes ont été traduits du yiddish, respectivement par Batia Baum et par Shmuel Bounim, publiés bon, de façon un peu confidentielle par la Maison de la Culture Yiddish, mais j'ai bon espoir qu'à la rentrée, il y ait une édition de poche au seuil de ces nouvelles. Et puis les articles de journaux, et avec mon père, dans ces années de retour de Chine, nous avions traduit un certain nombre d'articles de journaux. Donc c'est cette famille tout à fait baroque, donc il quitte la Pologne, et il rencontre probablement à Berlin une femme qui est qui a quitté son mari légitime, dont on ne sait rien, sinon qu'il était surnommé le Rouquin, et qui va être rejointe par ses trois filles. Donc c'est déjà singulier qu'une femme parte seule, quitte son mari, avec trois enfants. Ils se rencontrent très probablement à Berlin, et ils vont former ce qu'on appelle une famille recomposée, puisque mon père naît soi-disant à Amsterdam, mais la famille n'a jamais mis les pieds à Amsterdam. Et mon oncle est le seul dont l'état civil soit certain, puisqu'il naît en novembre 1923 à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Donc c'est cette famille avec 5 enfants qui va tenter de survivre à Paris avec un homme qui est un intellectuel, qui est peu capable de faire quoi que ce soit de ses mains, et une femme dont on dit qu'elle était analphabète, mais pleine d'admiration pour son mari, et qui va
faire vivre la famille. Alors, un tout petit mot maintenant sur la question des papiers. Quand on examine la migration de ces deux familles, on s'aperçoit que toutes les identités sont douteuses. Les dates de naissance, les noms. La compagne de mon grand-père, donc ma grand-mère, j'ai la compagne, ils n'ont jamais été mariés, a émigré avec les papiers de sa sœur. Donc, dans toutes les pièces officielles, elle est Rosa. Ce n'était pas son prénom, puisqu'elle s'appelait Guitelet. Mon grand-père était réfugié russe. Quand est paru en 1978 le mémorial des déportés juifs de France de Serge Klarsfeld, il y avait comme indication portée de lieu de naissance de Wolf-Wiewiórka, Minsk. Je dis à mon père, tu ne m'avais jamais dit que ton père était né à Minsk. Et il me répond, mais pas du tout, il n'est pas né à Minsk. La preuve, je peux te montrer les vrais faux papiers. Et il revient à plusieurs reprises sur cette histoire de vrais faux papiers. Qu'est-ce que c'est que ces vrais faux papiers? Ces vrais faux papiers, ce sont des vrais papiers, donc un passeport, hein, un magnifique passeport, je fais ce geste parce qu'il est très grand, avec un sceau en cire, tout écrit en lettres cyrilliques. C'est un passeport russe. Qu'est-ce qu'il y a de faux? Les données qu'il a indiquées pour l'établissement de ce vrai passeport étaient fausses. Quand j'ai voulu connaître plus sur mon grand-père maternel, Raskiel Perelman, j'ai retrouvé un dossier, je dirais quelques mots sur ces dossiers, et j'ai vu qu'il avait émigré de Pologne. Il était né à Kotsk, mais il était déjà tailleur à Varsovie. Il avait émigré avec un visa pour le Portugal et un droit de transit pour la France sans s'y arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté en France et il y est resté. En 1924, il a été menacé d'expulsion et grâce à une intervention, il a pu rester. Donc, vous voyez, toute cette question de papier d'immigrés, c'est quelque chose d'assez compliqué et on s'aperçoit qu'ils émigraient parce qu'ils voulaient vraiment immigrer. Dans le cas de mon grand-père maternel, tailleur, c'est une immigration économique. On a l'habitude de dire qu'il fuyait l'antisémitisme et les pogroms. Oui, peut-être, mais il fuyait surtout une Pologne qui était exsangue et dont plusieurs centaines de milliers de Polonais catholiques ont émigré et ont travaillé dans les mines du Nord ou de Saint-Étienne ou dans l'agriculture dans la même période. Donc c'est un mouvement migratoire qui est d'abord un mouvement de la misère. Donc on a avec les deux branches de ma famille deux types de migration, une qui est due à l'idée qu'il faut quitter le monde étouffant de cette religion qu'on connaît bien grâce aux séries israéliennes, par exemple au Shtisel, hein, où on voit très bien la difficulté d'être peintre, la difficulté d'être musicien dans ces milieux de Hassidim. Et l'autre, une émigration économique. Alors, peut-être que vous le savez dans le cercle de généalogie, mais en 1917 a été créée une police aux étrangers. Et cette police aux étrangers s'est occupée de toutes les demandes de cartes d'identité, et puis des anarchistes, des communistes, et, enfin de tous ceux qui méritaient, selon elle, d'être surveillés. Et en 1939, il y avait 650 000 dossiers d'étrangers. Normalement, ces dossiers auraient dû être pilonnés, mais ils ont connu une odyssée très particulière, qui est que quand les nazis sont arrivés à Paris, ils ont mis la main sur un certain nombre d'archives. Les archives de Léon Blum, les archives de Georges Mandel, les archives de Lalica, et puis les archives de la police aux étrangers.
Quand ils sont partis, ils ont transporté avec eux ces archives. Et à Berlin, les soviétiques ont mis la main sur toutes ces archives, et bien d'autres d'ailleurs, hein, pas françaises. Et ils ont construit un bâtiment spécial, les archives spéciales, pour conserver ces archives, les conserver d'ailleurs extrêmement bien. Personne ne savait qu'elles existaient. 1991, chute de l'Union soviétique, ces archives réapparaissent. Et après une négociation très, très compliquée, la France récupère ces archives. Et les 650 000 dossiers d'étrangers sont déposés aux archives nationales. Ils sont indexés et si vous allez sur la salle, la dernière fois que j'y suis allé il y a quelques jours, elle était en... Enfin, ça ne marchait pas. Mais la salle dite des inventaires virtuels, et que vous tapez le nom, vous trouvez la cote de ces dossiers qui sont bien conservés, consultables, sans dérogation. Je le dis tout de suite, sans vouloir remercier ni les nazis ni les soviétiques, c'est une grande chance, parce que quand j'ai interrogé des archives départementales, parce que je savais qu'une demande de carte d'identité avait été faite dans tel ou tel endroit, ces dossiers-là ont été pilonnés suivant des procédures qui n'ont rien d'exceptionnel, qui sont les procédures de pilonnage des archives. Les archives, c'est très important, mais les archives, ça se discute aussi. Je vous ai donné des exemples, l'exemple du dossier d'étranger de mon grand-père. Il n'a jamais mis les pieds au Portugal et je ne sais pas comment il a obtenu en Pologne ce visa. Donc, il y a parfois dans les archives des choses qui ne sont pas nécessairement exactes. Et quand on peut les vérifier, eh bien, on peut les rectifier. Alors, il y a une grande différence entre mes deux familles. La famille Perelman, c'est une famille légaliste. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que on trouve beaucoup de choses dans les archives. Ils se présentent pour le recensement. Mon oncle Roger est convoqué le 14 mai, enfin, convoqué pour le 14 mai 1941 dans ce qu'on a appelé le billet vert. Il est interné au camp de Pithiviers. Tout ça laisse beaucoup, beaucoup d'archives. L'atelier de tailleur de Raskiel Perelman au 67 rue Rochechouart est, je mets des guillemets, arianisé. Il y a donc un dossier d'arianisation. Quand ce qu'il reste de la famille arrive à Grenoble, tout le monde se présente. Il y a donc des dossiers d'étrangers aux archives départementales de l'Isère. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de traces archivistiques. En revanche, la famille Wiewiórka souffre plutôt de ce que j'appellerais une phobie administrative. Ça ne l'intéresse pas beaucoup et les traces archivistiques sont bien moindres. Mais du côté des Perelman, on est généralement des taiseux. Je n'ai jamais réussi à interviewer, enfin j'ai essayé, hein. De mes 4 grands-parents, le seul grand-parent qui a survécu est Raskel Perelman, qui est décédé en 1988. Donc, je l'ai bien connu. J'ai essayé de l'interviewer. L'interview a duré 5 minutes. Je lui ai demandé pourquoi tu as quitté la Pologne, tu as immigré. Il a fait un geste de la main et il m'a dit c'était une épidémie, tout le monde émigrait. Donc, je n'ai jamais réussi à savoir quoi que ce soit. Roger a écrit ses mémoires, mais sa fille aînée, Basia Elka, dite Berthe, ne racontait rien. En revanche, les Wiewiórka étaient des bavards et
comme moi, et ils ont laissé beaucoup d'écrits. Donc, c'était plus facile de s'appuyer sur l'écrit. Les écrits de mon grand-père que j'ai un peu évoqués, mais aussi des écrits qui ont été importants pour moi, parce que je conduis ce livre jusqu'à l'après-guerre, jusqu'à peu près 1946, qui est la date de naissance de l'aîné de mes frères, de Michel. Et je bénéficie pour écrire cette histoire de l'immédiate après-guerre du journal qui a été créé par le Bund, qui s'appelait Le Réveil des Jeunes, dont ma mère a assuré ce qu'on appellerait aujourd'hui le secrétariat de rédaction, et dont mon père, avec un de ses amis, Michel Grune, a assuré la rédaction en chef. Et ces écrits sont extrêmement intéressants, à la fois pour me permettre de saisir ce qu'était la conception du monde de mes parents tout jeunes, ce qui est toujours très difficile à saisir, et pour saisir aussi la vision qu'ils avaient du monde juif entre 1945 et disons, entre 1944, enfin, octobre 1944 et mai 1945, quand mes parents vont petit à petit abandonner ce travail au réveil des jeunes. Donc, d'un côté, plus de sources administratives, de l'autre, plus d'écrits, de témoignages. Alors, je vais dire deux mots, et puis après, peut-être que j'arrêterai, là, je vais regarder. Je vais dire quand même deux mots de la façon dont j'ai écrit ce livre. Mon premier projet, c'était Wolf Wieviorka. Je l'abandonne très vite pour une raison principale quand même. J'avais commencé à écrire, j'ai retrouvé ma première écriture, et même si j'étais très jeune, j'avais quand même un regard sur moi-même, et ça me permettait de voir que ce que j'écrivais était nullissime. Donc, je ne pouvais pas l'écrire. Alors, pourquoi je ne pouvais pas l'écrire? J'y vois deux raisons principales. Un, je n'avais pas la maturité pour le faire. C'est probablement une des raisons. Et l'autre, c'est que tout le monde était en vie. Et je ne suis pas en train de dire que je souhaite la mort des gens de ma famille. Ce n'est pas le cas. Mais je pense que c'est très difficile d'écrire sur des gens qui sont encore parmi nous. Et que l'écriture de gens qui ne sont pas là, c'est une écriture qui est aussi pour pas parodier, pour plagier Michelet et Michel de Certeau. L'écriture devient alors autre chose parce qu'elle devient aussi une œuvre de sépulture. Donc, je pense que c'était les deux raisons. J'avais commencé à apprendre le yiddish à Paris avec Rachel Hertel et après avec Itzhak Niborski qui venait d'arriver d'Argentine. Je suis allé pour faire le seul stage accéléré de yiddish qui existait alors, qui était celui organisé par le YIVO à New York avec l'Université Columbia. Et c'est là que je suis tombé sur le livre du souvenir de la ville natale de mon grand-père, Gérard Dauf, nommé d'après Philippe de Gérard, et que j'ai bifurqué vers le nous, c'est-à-dire vers l'histoire collective plutôt que l'histoire de ma famille. Mais je reviens sur la façon dont je l'ai écrit et sur le titre Tombeau. Tombeau, il y a des gens qui n'aiment pas, qui trouvent que le titre est violent, parce qu'ils imaginent le tombeau que comme
le tombeau physique, c'est-à-dire le lieu où on enterre et où on dresse une pierre tombale ou un monument. Mais dans mon esprit, le mot de tombeau, c'était un mot littéraire. Le tombeau, c'était, bon, je ne vais pas faire l'histoire de ce genre littéraire, mais c'est un genre littéraire qui naît à l'époque de la Renaissance, mais qui renaît constamment de sa disparition. Par exemple, le tombeau de Baudelaire, de Mallarmé. Mais il n'y a pas simplement le poème de Mallarmé, il y a tout un volume qui s'appelle Tombeau de Baudelaire. Et j'ai appris, parce que je l'ignorais, que c'est aussi un genre musical. Et ce genre musical est surtout illustré par le tombeau de Couperin de Maurice Ravel, qui est une pièce à double fonction. C'est Jean-François Zigel qui m'a expliqué. Une première fonction, c'est une pièce qui est écrite pendant la guerre de 14-18. Une première fonction, et j'y pense beaucoup à cause des discussions sur la culture russe et ukrainienne, qui est de faire l'éloge de la musique française, Couperin, par rapport à la musique germanique, Beethoven, Wagner, mais qui est aussi un tombeau où sont égrenés à chaque mouvement dans la partition le nom des compagnons de Ravel morts en 14-18. Donc c'est le sens de mon mot de tombeau. C'est un peu pas très organisé, mais je vais revenir à tombeau après. Autobiographie de ma famille, c'est parce que je voulais pouvoir assumer le fait que j'interviens un peu dans le livre avec modération. Hein. Ce n'est pas du tout ce genre de livre, qu'est-ce que l'histoire m'a fait. C'était pas ma perspective du tout. Et aussi parce que je me souviens, et je viens de lire un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est le livre de Mathieu Lindon sur les éditions de Minuit, et qu'il a appelé une archive. Et il dit, je suis une archive des éditions de Minuit. Parce que je me souviens de mon père, de Jérôme Lindon, parce que je me souviens de Samuel Beckett. Donc finalement, on est soi-même une archive, parce que soi-même, on est porteur de souvenirs et d'images de ce qu'ont été les siens quand on les a connus, et même de ce qu'ont été ceux qu'on n'a pas connus, parce que quelque chose d'eux a transité par la parole des nôtres. Alors je reviens à Tombeau. En 2012, décède ma tante Berthe. Berthe, on l'a toujours appelée Berthe. Mais en fait, elle ne s'appelait pas Berthe, elle s'appelait Basia Elka. Et quand elle est rentrée à l'hôpital, elle a été, pour l'administration, Basia Elka. Elle décède. Sa fille Evelyne, qui était née le 27 juillet 1943, ce n'est pas une date top pour mettre un bébé au monde, à peu près un an après la noyade de ma grand-mère maternelle, de la mère de Berthe, à Saint-Jean-des-Vignes, près de Chalon-sur-Saône, en traversant la Saône. Les Allemands ont tiré sur la barque a coulé, et ma grand-mère s'est noyée, ainsi d'ailleurs qu'un couple sur lequel je n'ai rien trouvé, qui s'appelait Orenstein, sauf leur nom, ce qui pour moi était déjà beaucoup. Donc, elle décède. Sa fille, ma cousine Evelyne, qui est une des 3 dédicataires de ce livre, était décédée avant. Et avec mon cousin Marc Perelman, nous avons vidé l'appartement. Et j'ai été réellement saisi par le fait que cette tante ne laissait rien derrière elle, rien. Elle n'était propriétaire de rien, il n'y avait pas une maison, elle n'avait pas écrit, elle n'avait pas laissé de journal intime, elle n'avait pas laissé de correspondance, rien. Et que, n'ayant rien laissé derrière elle, ni descendance, ni trace, elle allait disparaître.
Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire un texte qui se voulait être un tombeau pour Berthe. Et puis, j'ai laissé tomber. Alors, je ne sais pas si parmi ceux qui sont là, il y en a certains qui ont des projets. Euh, Très souvent, on a un projet qu'on abandonne parce qu'il vous lâche, parce que vous faites autre chose. Donc, ce projet m'a abandonné. Et puis, euh, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. J'avais su, tard, hein, j'avais su dans les années 80 qu'il y avait une histoire tragique qui avait pourri l'histoire de notre famille, qui était un avortement de Berthe en 1946. Donc, elle avait cette petite fille, Evelyne, elle s'est retrouvée enceinte, elle ne voulait pas de cet enfant, elle a avorté, ça s'est très mal passé, et il y a eu un procès, et tous les membres de ma famille ont été condamnés à de la prison avec sursis, ce qui a pourri leur vie. Donc, je savais qu'il y avait cette histoire. Et je savais d'ailleurs, parce que j'avais été consulter le dossier de naturalisation de mon père, qu'il avait été condamné à 4 mois avec prison pour complicité d'avortement, et que c'est cette condamnation qui l'avait empêché, pendant des dizaines d'années, d'être naturalisé français. Alors, euh, cette histoire, j'avais les moyens de la connaître. Chaque fois que j'allais aux archives de la ville de Paris, à cette époque-là, il y avait une archiviste, une jeune archiviste, avec des petits anneaux, donc pas le genre archiviste abbaye bénédictine du XIIe siècle, pas une archiviste moderne et ouverte, et qui s'appelait Mathilde Pinto. Et chaque fois, je disais, Mathilde, est-ce que vous me chercheriez s'il y a un dossier de ce procès? Et chaque fois, elle me disait oui, mais il faut me donner plus de renseignements. Et je ne l'ai jamais fait. Or, un jour, je suis à Lviv, en Ukraine, pour une formation de prof pour le mémorial de la Shoah. Et j'ai une affaire à régler avec quelqu'un qui s'appelle Grégoire Kaufmann, qui à l'époque était éditeur à CNRS Éditions. On était, puisque vous suivez peut-être un peu ces affaires, c'était la question de l'édition de notre fameux colloque avec les historiens polonais qui a eu lieu à un moment et qui a été beaucoup perturbé par l'extrême droite antisémite polonaise. Donc, c'était cette publication qui a été effectivement publiée par CNRS Éditions. Donc, on discute, on avait plus de temps à Lviv qu'à Paris. Donc, on discute de ça. Puis, à un moment donné, il me dit, regarde le mail que j'ai reçu. Alors, il faut savoir que Grégoire Kaufmann est le fils de Joël Brunnery Kaufmann. Les aînés savent très bien qui elle est. Elle était, enfin, maintenant elle est à la retraite comme comme nous, comme beaucoup d'entre nous. Elle était gynécologue et ça a été une des militantes très actives pour la légalisation de la contraception et de l'avortement, une militante du MLAC. Je l'avais contactée quand, avec ma collègue Danielle Volman, on avait écrit un livre sur l'histoire de Ginette et Claude Bach, jeune couple de prolétaires de Saint-Ouen, alors qu'à 23 ou 24 ans, elle était enceinte de son 5e enfant, avait laissé mourir la 4e. Et c'est les procès des époux Bach qui ont été le déclencheur de la création de la maternité heureuse qui est devenue le planning familial. Donc en fait, c'est un peu le pendant plus modeste du procès de Bobigny, dont on a beaucoup parlé à cause de l'hommage du président de la République à Gisèle Halimi. Donc c'est un peu le pendant pour la contraception. Donc il savait que les histoires de contraception, d'avortement m'intéressaient. Et il me dit, regarde le mail que j'ai reçu. Et il me montre un très long mail
Et immédiatement, je reconnais l'histoire de l'avortement de ma tante Berthe, du point de vue du médecin qui avait procédé à l'avortement. C'était un mail de la petite fille du médecin qui était en train d'essayer de reconstituer l'histoire de son grand-père et qui donnait toutes les cotes d'archives, c'est-à-dire les archives de l'avocat qui était Maurice Garçon, les archives du procès aux archives de Paris. Cette histoire, elle intéressait énormément ma fille, qui en a fait un documentaire pour France Culture que vous pouvez écouter, qui s'appelle Berthe et Léna, qui est centré autour de cette histoire et de la façon dont on a ouvert, elle et moi, les archives de cette histoire. Donc, il y avait cette histoire. Si vous écrivez un livre, ben vous écrivez un livre. C'est-à-dire que vous vous posez, l'historien se pose les mêmes questions qu'un écrivain. C'est-à-dire, quand il y a une question de mise en récit, puis il y a une question après d'écriture. Mais il y a une question de mise en récit. Et la mort de Berthe et ce premier texte que j'avais écrit, sans descendance et sans trace, la découverte des archives de cette histoire d'avortement, où la personne était Berthe, mais où le médecin avait été trouvé par ma famille paternelle, notamment parce que dans les années 29-32, il fréquentait un des restaurants qu'avait mis sur pied ma grand-mère. Donc, c'était une vieille connaissance. Il était étudiant en médecine à l'époque. Ça me permettait de nouer les deux histoires, de nouer l'histoire des deux familles. Alors, je vais répondre à une question qu'on ne me pose pas, mais qu'on m'a posée une fois et qui est une bonne question. On m'a dit, est-ce que, c'est quelqu'un que je connaissais, est-ce que tu n'as pas eu un problème à dévoiler comme ça une histoire intime? Ma réponse a été que jamais je n'aurais pu écrire cette histoire du vivant de ma tante et de ma cousine sans les avoir questionnés. Et je n'ai jamais osé les questionner sur cette histoire. Quand j'ai connu cette histoire, je n'ai jamais osé poser, j'ai osé poser des questions à ma mère, à mon père qui était encore en vie, mais je n'ai jamais osé poser des questions à ma tante ni à ma cousine. Je n'ai jamais su si ma cousine connaissait cette histoire. Mon sentiment est qu'elle ne la connaissait pas. Et bien évidemment, je n'aurais jamais fait. Enfin, bon, donc, mais là, plus personne n'était en vie. D'autre part, ou en même temps, comme on dit aujourd'hui, c'est bien de raconter une histoire comme ça, selon la conception qui est la mienne, et c'est aussi une histoire emblématique des temps. Toutes les femmes, à peu près, de la génération de ma tante ou de ma mère, ont avorté. Toutes, pratiquement. Il y avait plusieurs centaines de milliers d'avortements. Moi, j'ai présenté Triste grossesse à l'EHPAD où était ma mère, au Potel. Donc, j'ai fait une petite conférence. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes, génération de ma mère ou un peu plus jeunes, se sont levées et m'ont raconté leur avortement. Donc, il y avait une double idée. D'abord, que ce n'est pas une histoire honteuse et que c'est une histoire partagée. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est quand même, quand on raconte une histoire, qu'elle soit partagée, que d'autres puissent avoir le sentiment que cette histoire est un peu la leur. Et puis, disons, peut-être une petite idée militante
qui vient de mes jeunes années, qui est que aujourd'hui, bon, l'avortement est remis en cause ici ou là, et c'est une façon de dire qu'il faut que l'avortement se fasse dans de bonnes conditions. Donc, c'est ce qui m'a permis de tenir les deux histoires ensemble, de commencer par Berthe et de terminer par cette histoire. Alors, je vais peut-être t'arrêter et puis laisser les questions. Je suis désolé, j'ai fait quelque chose de pas très construit, mais Non, c'était au contraire très construit. C'est un bateau construit et non pas un bateau rompu. Merci beaucoup. Et avant de laisser la parole aux auditeurs, vraiment merci, c'était passionnant, plus que passionnant. Et je pense que je repense à votre titre. Le titre Tombeau, oui, c'est un genre littéraire. Hein. La Renaissance, c'était un genre littéraire poétique. ouais, Et absolument. c'est aussi, votre vie est aussi un Iscorbourg. Et c'est là qu'on voit Absolument. qu'il y a à la fois votre famille, qui vient d'ailleurs, du monde yiddish, et puis ce que vous êtes, une Française, une historienne française. Je trouve qu'avec ce titre Tombeau, il y a vous dans tout ce qui vous a fait. Ben,